Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Bonjour à tous, bon dimanche de Pâques. Alors joyeuse Pâques, jour de Pâques, jour des œufs. Pas que les œufs, jour des poules, jour des lapins, jour des cloches, pour ceux qui vont en retrouver dans leur jardin. Mais aujourd'hui, dans Ferniaud fait le marché, on va parler des œufs. Et oui, l'œuf, quelle merveille. Pour moi, c'est le symbole de Pâques, mais c'est aussi le symbole de la polyvalence dans notre cuisine et notre pâtisserie. Et on va parler pendant 1 heure des œufs et de tout ce qu'on peut faire avec les spécialistes, comme d'habitude. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Alors on va commencer par s'intéresser à l'interprofession de l'œuf et on a avec nous Loïc Coulombelle qui est le vice-président du CNPO. Le CNPO, c'est ça Loïc, c'est l'interprofession des œufs. C'est l'interprofession des œufs, c'est le comité national de... la promotion de l'œuf. De la promotion. Donc c'est un organe de communication et de promotion. Un organe, principalement de communication et de promotion, mais qui regroupe l'ensemble des intervenants de la filière de l'œuf, les accouveurs, les fabricants d'aliments, les producteurs d'œufs, les abattoirs de poules, les metteurs en marché, que sont les centres de conditionnement ou les outils de fabrication de vos produits. Mais c'est fou ça, cette filière. Et également la distribution. Ça doit faire du monde tout ça, pour tous ces métiers qui tournent autour de l'œuf. Quand on est autour d'un conseil d'administration, on se retrouve à une quarantaine de personnes. Je vous ai pas salué, Vincent, d'abord. Je voulais dire bonjour à tous les auditeurs de Sud Radio également. Oui, bonjour Loïc. Alors Loïc, comme votre prénom l'indique, vous êtes breton, dans les Côtes-d'Armor, vous êtes vous-même oviculteur, c'est comme ça qu'on dit pour les producteurs d'œufs. Aviculteur. Aviculteur et producteur d'œufs et transformateur d'œufs. Ouais. Et donc et engagé dans l'interprofession. Et oui, aviculteur parce qu'on produit les poules et c'est les poules qui produisent les œufs. Ouais. C'est pas vous qui produisez les œufs directement. Voilà, c'est pas moi qui les produis. Non, j'en prends pas beaucoup. D'ailleurs, les Côtes-d'Armor, c'est un centre important parce que globalement, on peut dire que l'œuf, c'est dans l'ouest de la France, le centre important. La production s'était très fortement développée dans les années 80 dans l'ouest de la France parce qu'il y avait des structures qui étaient de petite taille et ça permettait d'amener une activité aux agriculteurs et de pouvoir amener un revenu complémentaire. Et ça s'est fortement développé. Après, aujourd'hui, ça s'est développé partout en France. Mais le grand ouest de la France, si on prend la basse Normandie, la Bretagne et les Pays de Loire, c'est 60% de la production des œufs en France. Comme ça, et la Bretagne, 40%. On a compris où ça se situe. Voilà. Cela dit, quand vous dites un revenu complémentaire, ça a toujours été le cas. D'abord, c'était une alimentation complémentaire pour les paysans, avant de devenir un revenu complémentaire, parce que souvent, on vendait les œufs au marché pour complémenter un petit peu le revenu. Oui, je pense que moi, je me rappelle quand j'étais gamin, donc j'ai un peu plus de 60 ans aujourd'hui, donc ça fait quelques années, je ramassais des œufs dans le poulailler de mon grand-père, et on mettait ça dans des paniers en osier. C'est ça, avec un peu de paille. C'était avec un peu de paille, et puis c'était vendu sur les marchés. C'était vraiment une activité complémentaire, et aujourd'hui, il y a quand même l'essentiel des œufs sont produits par des entreprises dont c'est le métier, le métier unique. Dont c'est la fonction, dont c'est le métier unique. Et quand vous dites on vendait sur les marchés, moi aussi j'ai cette image des fermières qui tenaient le panier entre leurs jambes, sous la jupe. À l'époque, on n'avait pas besoin de vitrines réfrigérées encore sur les marchés. Non. Mais il faut savoir que l'œuf se conserve très bien à température ambiante. C'est très important ça. Si on a un cellier, il faut les conserver dans le cellier. À partir du moment où l'œuf est intègre, la coquille de l'œuf est intègre, on a des échanges gazeux avec l'extérieur. C'est pas étanche, mais par contre, il va très bien se conserver et on n'a aucun risque de contamination, un peu plus longtemps que les 28 jours qui sont recommandés. Oui, parce que ça vit. Pas la même utilisation de l'œuf. On a un produit qui est tellement fantastique. Loïc, j'aime votre enthousiasme parce que moi j'ai le même. Je dirais que l'œuf est à la base de mon alimentation, comme beaucoup de gens d'ailleurs en France. En France, c'est presque, alors je dirais presque, en tout cas entre 220 et 250 œufs par habitant par an.
On était à 224 œufs exactement en 2023 et je pense que sur 2024 on sera pas loin des 230. D'accord. Parce qu'on a eu des augmentations de consommation. On est sur un produit qui est en vogue au niveau des consommateurs, qui est plébiscité par l'ensemble des consommateurs français. 98% des consommateurs consomment des œufs. Bah, j'espère. Donc on est un produit qui à la fois peut se consommer en plat, un œuf dur, l'œuf maillot, dont on a eu l'occasion de parler, l'omelette, et un ingrédient pour faire tellement de plats, on peut le préparer de tellement de façons. Et notamment en pâtisserie aussi, c'est un élément essentiel de la pâtisserie, l'œuf. Pour la fonctionnalité, on l'utilise soit à la fois pour son côté nutritionnel et son côté fonctionnel. On a un produit qui est fantastique. Je dis toujours. Et on est sur une consommation qui est en forte augmentation au cours de ces dernières années. On a fait 3% d'augmentation de volume en plus en grande distribution entre 23-22. C'est bien compréhensible. Et là, on est à 6% en début d'année. C'est bien compréhensible quand on voit que c'est la meilleure source de protéines animales de notre régime alimentaire occidental globalement, et pas seulement, parce qu'en Asie aussi on mange beaucoup d'œufs, et en même temps c'est la protéine la moins chère, la protéine de qualité la moins chère. Comme vous le dites, Vincent, on a une protéine qui amène une protéine de qualité avec un ensemble d'acides aminés qu'on va pas forcément trouver dans d'autres produits qui coûtent pas cher. On est sur le produit qui coûte le moins cher en produit animal, la protéine animale la moins chère, et qui n'a aucun interdit religieux, aucun interdit en termes de régime ou quoi que ce soit. Et au niveau éthique, on est sur un produit qui est... Donc c'est très œcuménique, c'est pour tout le monde, les œufs. Voilà, c'est pour tout le monde. On va oublier nos amis véganes. Oui, alors si vous avez des amis véganes, il faudra me les présenter parce que moi j'en ai pas, mais bon. Non, moi non plus. C'était dit sur le ton de l'humour. Non, j'ai bien compris, mais ce que je veux dire justement, c'est bien de le signaler. L'œuf rentre dans le régime végétarien et évidemment est exclu du régime vegan, ce qui le rend un petit peu sectaire. Mais donc, largement, c'est en tout cas partagé par plus de 90% des Français, en tout cas. J'ai dit de 98% des Français consomment des œufs. On fait une étude tous les 2 ans auprès des consommateurs par l'Ipsos, et c'est un chiffre qui ne baisse pas. D'accord. Et je pense pas qu'on arrivera à augmenter parce qu'il y a quelques personnes qui peuvent avoir des allergies. À la marge. Et voilà, et à la marge, et quelques personnes qui n'ont pas qui oublient de découvrir un magnifique produit qui est l'œuf. Voilà, c'est œcuménique en 2 mots. Les œufs œcuméniques. Voilà, c'est-à-dire pour tout le monde. Signalons aussi, du point de vue santé et nutrition, comme on le disait, donc d'abord, c'est énormément d'eau, un œuf, dans le blanc d'œuf, c'est une majorité d'eau. Et puis dans le blanc d'œuf, on a 89% d'eau, on a 11% de matière sèche, et dans les 11%, on a 10%, c'est de la protéine dans un blanc d'œuf. Donc c'est essentiellement de la protéine, et de la protéine, et de la protéine. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a un fort développement de produits à base de blanc d'œuf dans tout ce qui va être alimentation hyperprotéinée. Évidemment. On sait bien que les culturistes et ceux qui veulent prendre de la protéine, ils mangent du blanc de poulet et du blanc d'œuf, globalement, qui sont les 2 sources de protéines les plus simples et les moins onéreuses, on va dire, en tout cas de notre régime alimentaire. Et avec une assimilation, on peut assimiler jusqu'à 89% des protéines de l'œuf que l'on va ça, c'est inégalable. Dans notre masse musculaire. Et puis il faut rappeler aussi que effectivement le jaune d'œuf, qui à mon avis est un truc génial, parce que ça donne un goût extraordinaire à tout. Le jaune d'œuf, alors évidemment c'est un peu gras. C'est même le seul gras de l'œuf. Mais d'abord, c'est un gras qui, là aussi, est extrêmement assimilable. Et puis, c'est une erreur de penser que ça donne du cholestérol. Le cholestérol du sang, il n'est pas tellement impacté par ce qu'on mange, mais plutôt par la production de cholestérol par le foie.
Voilà, tout à fait, Vincent. On a l'image liée du cholestérol et de l'œuf, elle est abandonnée, elle est totalement abandonnée depuis 10 ans par les médecins nutritionnistes. Oui. Il y a eu un revirement. On a réussi à part des études à démontrer que c'est notre corps, notre foie qui va fabriquer le cholestérol. D'accord. Et c'est pas celui qu'on va assimiler. En tout cas, aux 3 quarts. Et moi, je dis toujours un œuf à la base. On développe, on va faire croître un poussin en 21 jours. Donc au niveau nutritif, dans un œuf, on a tous les éléments pour développer un être vivant. Oui. Donc ça nous apporte. C'est un être vivant en devenir, un œuf en fait. Voilà. Ouais, donc ça vous nourrit. Et au niveau qualité nutritionnelle, entre rapport d'oligo-éléments, de vitamines, protéines, matières grasses, comme on l'a dit tout à l'heure, un petit peu de sucre, mais très peu. Mais on a quelque chose qui est parfaitement équilibré pour la croissance d'un individu. D'ailleurs, c'est un aliment de référence au niveau de l'Organisation mondiale de la santé pour la nutrition des enfants, et après la difficulté c'est de pouvoir l'apporter jusqu'aux enfants bien souvent. Ah oui, bien sûr, hein, le plus souvent. Non, en fait c'est un truc génial cet œuf, ça coûte pas cher, tout le monde peut en manger. Franchement, on voit pas comment il peut y avoir encore des résistances à l'œuf. On a du mal à trouver les 2%. Hein. c'est ça. On se dit mais il y a vraiment des irréductibles. Alors peut-être ceux qui supportent pas, peut-être. Il y en a qui oublient quelque chose, qui ont oublié quelque chose dans leur vie. Restez avec moi, Loïc Coulombelle, le vice-président du CNPO, l'interprofession de l'œuf, comité de promotion de l'interprofession de l'œuf. On se retrouve dans 1 minute ou 2 et on va parler avec un autre spécialiste de l'œuf sous un autre angle. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Allez, retour au studio pour notre émission spéciale Pâques consacrée à quoi d'autre voulez-vous que l'œuf? Évidemment, hein, le jour de Pâques, ça serait quand même dommage. Je suis avec Loïc Coulombelle, qui est le vice-président du CNPO, qui est l'organisme de promotion de l'interprofession de l'œuf en France. Et j'ai un autre invité avec nous ce matin en ligne. Eh bien, c'est Vincent Breneau. Bonjour Vincent. Bonjour Vincent. Vincent Breneau, qui est alors dans une vie, je dirais profane, avocat, mais surtout c'est un des cofondateurs d'un organisme très important pour l'œuf, qui est l'ASSOM, l'association de sauvegarde de l'œuf mayonnaise. Vincent, dites-nous ce que c'est. Alors l'association de sauvegarde de l'œuf mayonnaise, l'ASSOM, c'est une association qui a pour vocation de préserver, de mettre en valeur un chef-d'œuvre en péril de notre gastronomie française, qui avait été fondé par le regretté Claude Lebet, votre grand-père, Exactement, mon grand-père, qui remettait chaque année le prix du meilleur œuf mayonnaise parisien à l'occasion de la sortie du guide Lebet des bistrots, et que nous avons relancé en 2018, après malheureusement son décès, avec 3 camarades, Pierre-Yves Chupin, Sébastien Mayol et Guilherme de Serval, et nous avons décidé d'en faire une vraie association, parce qu'en fait elle n'existait pas vraiment à l'époque, et de prendre des adhérents, et nous maintenant nous sommes à peu près 2000 joyeux lurons dans cette association. Et puis nous avons décidé de Pardon. J'en suis. Je suis membre. Très souvent, et surtout très souvent dans le jury du championnat du monde, puisque nous avons décidé que finalement il fallait voir grand, et comme nos amis du pâté croûte notamment, nous avons décidé de transformer cette remise du meilleur œuf maillot parisien en championnat du monde de l'œuf mayonnaise, parce que finalement l'œuf mayonnaise c'est trop grand pour Paris. Paris vaut bien une messe, mais il ne vaut pas qu'un œuf mayonnaise. Et c'est un succès qui ne se dément pas. On va en parler avec vous un petit peu plus tard dans l'émission. Mais je voudrais revenir à Loïc Coulombelle pour lui poser une question. Loïc Coulombelle, on se doute bien que, comme le disait Vincent Breneau, l'œuf maillot bien sûr, mais l'œuf maillot, l'œuf coq, l'œuf au plat et l'omelette, c'est les 4 piliers du temple de l'œuf dans la consommation française. Tout à fait. Et les Français consomment les œufs sous plein de formes, mais ces quatre formes-là sont vraiment les piliers de la consommation de l'œuf. Et je suis honoré et content que l'œuf maillot reprenne de la vigueur. On en voit de plus en plus dans les restos. Aujourd'hui, c'est un plat qui revient fortement dans les restaurants, et c'est quelque chose
c'est un plat simple de la gastronomie française. Oui, que normalement tout le monde doit pouvoir faire. D'ailleurs, Oui. il faut rappeler que l'œuf maillot, Vincent Brenaud, c'est de l'œuf à l'œuf, parce que c'est de l'œuf dur avec une sauce qui largement est à l'œuf et à l'huile. Avec un peu de jaune d'œuf. Absolument, on rajoute un peu, comme le gras c'est la vie, on rajoute un peu de vie à l'œuf et on en fait un plat magnifique. Et ça ramène du goût. Tout le monde devrait savoir faire, mais que tout le monde ne réussit pas avec autant de talent et de maîtrise, parce qu'il faut quand même quelques coups de main pour le réussir correctement. D'ailleurs, avant d'aller plus loin, rappelons que la vraie mayonnaise, normalement, n'a pas de moutarde, et qu'une mayonnaise moutardée, ce qu'on fait tous maintenant, parce que ça a quand même plus de goût, c'est une rémoulade, en fait. Selon Escoffier, effectivement, ne parlez pas en même temps, messieurs. Triste. Vincent, oui, pardon. Oui, pardon, je dis, c'est effectivement, la mayonnaise, selon Escoffier, c'est une émulsion uniquement à base d'huile et de jaune d'œuf. Mais convenons-en, ça n'a pas beaucoup de goût sans moutarde. Oui, donc la rémoulade, c'est mieux que la mayo, et la rémoulade a un peu tué la mayo, quoi. Mais tant mieux, parce que c'est vraiment plus goûteux. Loïc Coulombelle, avant d'aller plus loin avec Vincent Brenaud, j'ai quand même une question, parce on se rengorge de l'œuf, on en parle, on est content, c'est le jour de Pâques. Il y a quand même eu une ombre au tableau. Très récemment, on a eu une sorte d'alerte sur l'œuf international. Il y avait une pénurie aux États-Unis et les Français ont eu peur que les Américains viennent nous piquer nos œufs. Tout à fait, oui. On se retrouve dans la situation, on était un peu en 2022 en France et en Europe, et on est encore un peu sous tension aujourd'hui, on est fortement sous tension. Il n'y a pas de risque de pénurie, on manquera pas d'œufs, les consommateurs vont trouver des œufs en magasin, ils trouveront peut-être pas toujours la boîte d'œufs qu'ils veulent, mais ils vont trouver. Aux États-Unis, il faut savoir qu'il y a eu un développement très important de la grippe aviaire qui a décimé le cheptel américain. Il y a eu 50 millions de poules qui ont été abattues entre le 30 novembre et on va dire la semaine dernière. On a eu notre part aussi, en France et en Europe. On en a eu en Europe, on en a eu principalement en Italie, en Pologne, en Hongrie et au Royaume-Uni. Et on a perdu 3% du cheptel européen, grosso modo, avec ces épizooties grippe aviaire. On a une consommation qui est en forte augmentation. Comme j'ai dit tout à l'heure, en magasin, l'année dernière, on a vendu 300 millions d'œufs en plus. On est les premiers producteurs en Europe. La France reste le premier producteur en Europe, mais on a du mal à suivre en termes de production, et il faut qu'on construise des bâtiments à l'avenir, et on a besoin de construire des bâtiments d'élevage pour pouvoir continuer à offrir à nos concitoyens les œufs dont ils veulent, que ce soit du 0, du 1, enfin du bio, attention, quand vous dites 0 ou 1, c'est quoi ça? C'est ce qui est imprimé sur les œufs et qui signifie quoi en fait? Le premier code qui va être sur l'œuf, le 0, 1, 2 et 3, va déterminer le mode d'élevage. Oui. C'est-à-dire que le 0, c'est de l'élevage biologique, alimentation biologique, parcours extérieur, densité dans le bâtiment à 6 poules. Après, on va avoir le plein air avec le code 1, qui peut aussi être du label rouge. Ça veut dire que ce sont des poules sur parcours, comme on ferait pour les poulets. Avec un parcours extérieur, elles ont un parcours extérieur, elles sont 9 au mètre carré, elles vont avoir une alimentation conventionnelle par rapport au bio. Après, on va avoir les poules avec le code 2, qui va être les poules au sol, qui vont souvent être dans des systèmes de volières, mais qui n'ont pas d'accès à l'extérieur du bâtiment. Et qui sont également 9 au mètre carré, comme en plein air, qui reçoivent le même type d'alimentation. Et après, on a l'élevage en cage enrichie, qui a le code 3. On a le droit, ça, en France? Il y en a beaucoup? Oui, on a encore, oui, tout à fait. On a le droit en Europe, on a le droit en cage. On a le droit d'élever des poules en cage enrichie en Europe. Et il n'y a pas d'interdiction. Et au niveau qualitatif, fonctionnel, etc., l'œuf reste un œuf. La poule, elle pond par le bec. C'est son alimentation qui va faire la qualité de l'œuf. Et on a, après, on a des œufs pour tous les consommateurs. Oui. Tous les citoyens veulent le top. Après, le consommateur, il arrive avec son portefeuille. Et on voit qu'aujourd'hui, en période de crise, les volumes d'œufs en cage partent vite. Moi, vu le prix, excusez-moi de vous le dire, et vu la différence de prix, j'ai envie de dire, mangez un petit peu moins de viande et achetez-vous des bons œufs. Franchement, parce que la différence de prix n'est pas notable. Vincent. Ils sont tous bons. Ils sont tous bons. Après, c'est une question de bien-être ou de bien-être animal qui va faire la différence. Et c'est une notion de consommateur. C'est vrai qu'on a tous envie de consommer du bio.
Après, on n'est pas capable de tout mais alors, produire en bio. Attendez. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est pour un organe aussi important que la Somme et son fameux championnat du monde de l'œuf maillot, Vincent Brenaud, qu'est-ce que vous préconisez, vous ? Est-ce que le choix des œufs est important, par exemple, pour le championnat ? Est-ce que vous insufflez un vent de bio ou au contraire de fermiers ? Qu'est-ce que vous préconisez ? Écoutez, tout d'abord, nous avons un infini respect pour les poules. Oui. Et une immense affection pour les poules. Et plus sérieusement, à la différence d'autres préparations dans lesquelles les œufs sont mélangés et le goût des œufs est peut-être un petit peu supplanté par d'autres saveurs, dans l'œuf maillot, en dehors de la mayonnaise, l'œuf est vraiment l'acteur principal. Et donc, on constate quand même une vraie différence gustative avec les œufs en fonction de leur type d'élevage. Donc, on préconise plutôt du 0 ou du 1, idéalement du 0, mais le 1 fait très bien l'affaire. Effectivement, tout est affaire d'alimentation de la poule et de bien-être de l'animal. C'est important d'avoir des œufs de très belle qualité pour participer au championnat du monde. Et d'ailleurs, c'est un des critères de notation des assiettes lors des compétitions. Loïc Coulombelle, moi qui achète encore des œufs de ferme, on a le droit d'acheter des œufs qui ne sont pas tagués ? Qui n'ont pas d'impression sur l'œuf ? Non, normalement, ils doivent être tous marqués. Même dans une ferme. Après, si c'est quelqu'un qui va avoir 10 poules, ils ne seront pas tagués. Mais à partir du moment où on a un élevage et qu'on vend au public, en toute logique, on a un c'est numéro la fiche signalétique, de en quelque sorte. C'est la traçabilité de l'œuf. Ce qui va être marqué sur l'œuf, ça va être d'abord le 0, le 1, le 2, le 3. Qui va être le mode d'élevage. Après, on va avoir 2 lettres qui vont être le pays de production, donc en l'occurrence FR. Et après, on va avoir un numéro d'enregistrement d'élevage et un numéro de bâtiment éventuellement dans l'élevage si vous avez plusieurs bâtiments. Donc là, on sait exactement. Donc c'est vraiment la fiche l'œuf. signalétique, quoi. Oui, ça. On a une traçabilité, n'importe comment, on a une excellence dans notre filière qui, en termes de traçabilité, de garantie de sécurité alimentaire et de sécurité sanitaire, et qui se matérialise dans le logo que l'on a, œuf de France, qui donne l'ensemble de ces garanties et qui est bien reconnu par les consommateurs. Loïc, j'ai encore 30 secondes parce que le temps passe extrêmement vite et il faut qu'on parle un petit peu de cuisine de l'œuf avec Vincent Brenaud et notre futur invité. J'ai une question très importante, Loïc. Moi, je m'aperçois à la consommation des œufs, parce que j'en achète des différents, et puis parfois des œufs label rouge, parfois des œufs bio. Je remarque que dans l'œuf bio, on n'a plus de jaune qui soit très jaune. C'est toujours un jaune pâle dans l'œuf bio. Est-ce que ça signifie que c'est vraiment ce qu'on donne à la poule, et notamment peut-être des colorants, du carotène, qui va colorer le jaune ? C'est l'alimentation et il y a eu une évolution en début 2023 dans la réglementation bio qui nous a interdit d'utiliser certains intégrateurs qui permettaient de mieux assimiler les pigments. En fait, les pigments, ils peuvent venir soit de façon synthétique, du carotène synthétique, comme vous l'avez dit, mais il y a on a essentiellement des pigments aussi naturels. Qui viennent du maïs, par exemple. Si on a des poules. Paprika, le maïs, le maïs, le paprika, et puis de la fleur de souci. D'accord. Qu'on va utiliser pour donner une coloration jaune, rouge. La tagette. Et dans l'alimentation bio, on ne peut pas ajouter de pigments dans l'alimentation. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a aujourd'hui des œufs qui sont bien souvent beaucoup plus clairs en bio que ce qu'on pouvait avoir auparavant. Merci beaucoup Loïc Coulombelle. Je rappelle que vous êtes le vice-président du CNPO, qui est l'organisme qui fait la promotion de la filière de l'œuf. Je vous souhaite de joyeuses Pâques. Vincent Brenaud, restez avec moi parce qu'on n'en a pas fini avec l'œuf maillot. À tout de suite. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. On baigne dans l'œuf ce matin, c'est normal pour un jour de Pâques. On étudie tout, on veut tout savoir de l'œuf, mais pas l'œuf en chocolat, enfin
Si vous êtes sage, ça viendra peut-être quand même en fin d'émission. Pour l'instant, on est avec Vincent Breneau, un des cofondateurs de l'ASSOM, l'association de sauvegarde de l'œuf mayonnaise. Vincent Breneau, on parlait à l'instant même de la couleur du jaune d'œuf, hein, qui est très appétante quand on ouvre un œuf mayo, surtout lorsque vous préconisez, vous, à l'ASSOM, le fameux gras cuit, c'est-à-dire la cuisson parfaite. Combien de temps de cuisson l'œuf dur chez vous, à l'ASSOM? Alors, 8-40, à condition d'avoir un œuf qui ne sort pas du frigo, où il n'a d'ailleurs rien à faire. D'accord, oui. Et évidemment, une cuisson à une altitude normale. Petite ébullition, en montagne, quoi. Voilà, petite ébullition, pas trop forte ébullition, parce qu'il faut éviter que l'eau qui est contenue dans l'œuf se transforme en vapeur et que cette vapeur fasse exploser la coquille. Et souvent, excusez-moi, mais c'est souvent la poche d'air qui se trouve au cul de l'œuf, avec l'air qui s'expanse, qui fait éclater la coquille aussi, hein. Absolument, oui, mais cet air, en fait, c'est aussi de la vapeur qui dégage à l'intérieur. Bien sûr. Alors, je vous ai coupé la parole, du coup, excusez-moi, Vincent. Vous signaliez également un truc très important. Vous dites qu'à condition qu'il ne sorte pas du frigo où il n'a rien à faire, on rappelle qu'à température ambiante, à moins qu'on dépasse 30 degrés, 35 degrés dans la maison, mais à température ambiante, entre 20 et 25 degrés, il n'y a aucun problème. Un œuf se conserve parfaitement. Hein, il l'a dit tout à l'heure, Loïc. Puisque au moment où il est pondu, il y a une sorte de petit vernis qui est déposé sur la coquille et qui forme une protection assez hermétique. Et justement, le fait de mettre au frigo son œuf, de le ressortir, de le remettre quand on met une boîte et qu'on ne se sert pas de tous les œufs, on crée une condensation sur la coquille qui va dissoudre ce petit vernis et c'est ça qui va permettre aux bactéries, y compris celles qui sont dans le frigo, de rentrer dans la coquille d'œuf. Donc on le laisse à l'extérieur. Ça la rend poreuse, parce que c'est du calcaire. Exactement, et c'est poreux. Oui. Effectivement. Alors j'ai passé un petit coup de fil à un autre spécialiste des cuissons de l'œuf. C'est Arthur Lequesne qui est avec nous, qui est auteur de livres de cuisine, en tout cas de livres autour de la cuisine. Bonjour Arthur. Bonjour. Arthur, je vous ai appelé parce que moi j'avais adoré votre livre « Allez vous faire cuire un œuf » à la perfection, entre guillemets, et parce que vous êtes attaché vraiment à la précision des cuissons. Lorsqu'on parle de la cuisson de l'œuf dur, on s'aperçoit que, alors je vais vous laisser le dire, mais on s'aperçoit que si on le cuit trop, il y a sa fameuse cerne pas noire, mais en tout cas gris-vert, qui vient se loger entre le jaune, la sphère du jaune d'œuf dur et le blanc, qui n'est pas souhaitable du point de vue aromatique et du point de vue visuel. Oui, et même du point de vue santé, parce que c'est pas très bon. C'est un produit qui est pas très sain. Mais en fait, ça arrive quand l'œuf est trop cuit. Oui. Donc c'est le soufre, c'est la réaction du soufre qui... Exactement. Exactement. Et en fait, quand on arrive à ce niveau-là, c'est que le blanc est devenu complètement caoutchouteux et le jaune sableux. Bah voilà, donc on a raté son œuf dur. Pourtant, Vincent Breneau, ça semble impossible de rater un œuf dur. Vous prouvez le contraire, parce que le premier critère dans le championnat de l'œuf mayo, c'est l'œuf lui-même. La mayo est évidemment extrêmement importante, mais l'œuf lui-même et sa cuisson. Absolument, et le type de cuisson d'horreur qui vient d'être décrit, c'est absolument éliminatoire. Mais on s'aperçoit que lors des premières éditions du championnat du monde, on avait des cuisiniers pourtant professionnels qui se présentaient avec des œufs qui souffraient d'une cuisson absolument abominable. Alors maintenant, au fur et à mesure que les éditions avancent, on a des propositions qui sont de plus en plus précises et on n'a plus jamais d'erreur de cuisson de ce type-là. Et donc on a un blanc qui reste bien moelleux et on a un jaune qui est effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, qui est gras cuit, c'est-à-dire qu'il est encore un peu pommadé. On peut créer cet effet pommade quand on touche le jaune, et c'est ça qui est bon. Oui, exactement. Et qui d'ailleurs ne vire pas à une couleur jaune trop claire ou jaune crayeux. On est vraiment encore, même avec une alimentation bio, on a encore ce jaune qui est dense et qui vire vers le orange. Bon, ça c'est une bonne nouvelle. Arthur Lequesne, je voulais qu'on parle un peu de cuisson des œufs, parce qu'aujourd'hui, c'est notre sujet, jour de Pâques, tout le monde a envie de ça. Il y a un œuf qui a été un peu popularisé. Je dis un peu popularisé parce que tout le monde ne la connaît pas ou ne pratique pas, par Anne-Sophie Pic qui l'a largement promu. C'est ce qu'on appelle l'œuf parfait. Je ne sais pas si c'est une cuisson que vous pratiquez vous, mais c'est un œuf qui
qui est cuit tout en restant presque cru dans sa complexion. Oui, en fait, c'est une cuisson qui vient du Japon. Ouais. Ce qu'on appelait des onsen tamago, qui étaient des œufs qui étaient cuits dans des sources chaudes. Ah bah les onsen, là où on prend les termes, quoi, les termes japonais. Exactement. Ouais. Exactement. Et Hervétis l'a codifié dans les années 90, donc il y a une trentaine d'années, Ouais. en ce qu'il a appelé, c'est lui qui est l'inventeur du terme œuf parfait, Ouais. qui est un œuf cuit à 65 degrés. En fait, les protéines du blanc certaines protéines du blanc commencent à coaguler à partir de 61 degrés, et puis d'autres protéines coagulent à des températures un peu plus fortes. Et dans la cuisson de l'œuf, ce qui est important, c'est la température de cuisson, pas le temps. Donc, ce qu'on appelle l'œuf parfait est un œuf cuit à 65 degrés pendant 1 heure. D'accord. Et qui va garder un côté très gélatineux pour oui, le blanc. Ça. C'est-à-dire que certaines protéines du blanc sont coagulées, le jaune est encore est à peine épaissi, parce que vraiment il commence à coaguler à partir de 68. Donc on est vraiment sur un jaune très liquide et un blanc qui est juste pris. Voilà. Bah, Arthur Lequesne, c'est intéressant ce que vous dites, parce que, excusez-moi, mais on parle de cuisson là. On parle de cuisson et peut-être on peut se dire, mais c'est quoi la cuisson, le phénomène de la cuisson? C'est justement la coagulation des protéines. C'est comme ça qu'on peut le définir. Voilà, c'est-à-dire que le blanc d'œuf, c'est composé à 90% d'eau. Les protéines qui sont à l'intérieur sont enroulées un peu comme des pelotes de laine. Et quand on les chauffe, elles se déroulent et elles s'accrochent les unes aux autres en enfermant des molécules d'eau. Vous nous faites du Pierre-Gilles de Gênes, là, après l'heure, hein? Parce que... mais je vous explique un peu comment ça se passe. Et en fait, plus vous allez chauffer, plus un grand nombre de molécules de protéines va se dérouler. Et c'est un peu comme des filets de pêcheurs. Ce sont des chaînes, quoi. Ça va créer une trame, en quelque sorte. Voilà, exactement. Ça crée une trame qui garde les molécules d'eau bloquées à l'intérieur. Et donc, ça épaissit. Voilà. C'est pour ça que c'est important de savoir que ce blanc d'œuf va servir de liant à tellement de choses. Les terrines de poisson, de viande, toutes les pâtisseries qui utilisent de l'œuf, le flan en est un exemple criant. C'est le blanc d'œuf, c'est ces protéines qui vont se dérouler leurs petits bras pour attraper les molécules d'eau, quoi, et les tenir ensemble. Non, en fait, elles vont s'attraper les unes aux autres et les molécules d'eau vont rester coincées dans ce filet. Ouais. Voilà, exactement. C'est important, Vincent Brenaud, qu'on comprenne le phénomène de cuisson quand on veut prétendre à être champion de l'œuf maillot, parce que il n'y a pas que de l'empirisme, il faut comprendre ce qui se passe dans l'œuf. Absolument, et il faut comprendre ce qui se passe dans l'œuf, il faut comprendre ce qui se passe dans la mayo, qui d'ailleurs emprunte beaucoup à l'œuf, mais on peut pas réussir correctement une recette de cuisine si on comprend pas ce qui se passe derrière, quelle est la réaction chimique, parce que finalement, quelqu'un l'a dit, la cuisine c'est aussi de la chimie. Et physique, chimique et physique. Voilà, et idéalement avec un peu de goût quand même, parce que c'est mieux. Mais il faut être précis pour l'œuf maillot, et un œuf maillot qui est réalisé de façon précise, ça peut être un très grand plat, et c'est d'ailleurs un très bel indicateur de la qualité d'un bistrot ou d'un restaurant en général, parce que, bien sûr. C'est souvent quand même l'entrée premier prix, c'est le produit d'appel. Donc si le chef ou la chef se donne du mal pour ce produit-là, sur lequel on peut se dire que finalement il n'y a pas beaucoup d'efforts et d'attention à porter, si ce produit-là est traité avec l'attention qu'il mérite, on peut se dire que le reste de la carte, a priori plus complexe à réaliser, sera traité avec respect des produits également. Alors Arthur Lequesne, je reviens sur ce que disait Vincent Brenaud. En définitive, si on comprend la physique et la chimie, c'est tout votre propos dans vos livres, on a déjà plus de chances de bien cuisiner. J'en prends exemple, on disait à l'instant le blanc d'œuf dur, c'est en fait des protéines qui vont piéger l'eau d'une autre manière, et la mayo sont des protéines et des tensoactifs, comme on dit, qui vont piéger le gras. Mais c'est un peu un système connexe, en fait. Oui, enfin, c'est un peu différent. C'est-à-dire que
il y a pas vraiment de tensioactivité dans la mayonnaise parce qu'il n'y a pas de moutarde. Donc, si vous ajoutez de la moutarde... Ah non, mais nous, on dit moutarde. Ça y est, on a déjà fait ça en première partie d'émission. On a dit non, on fait tous de la rémoulade. On va pas faire de la mayonnaise. De new mayonnaise. Mais effectivement, dans la moutarde, il y a des tensioactifs. Et c'est hyper facile à monter une mayonnaise. Après, c'est pas le même goût si vous la montez au fouet, à la main, ou si vous la montez avec les pieds, oui, ça c'est sûr. Pour les plus doués d'entre nous. Bon, écoutez, je suis content en tout cas d'avoir détaillé avec vous deux la cuisson de l'œuf maillot qui reste, à mon avis, très très emblématique, puisque un œuf avec une sauce à l'œuf, on peut pas faire mieux pour le jour de Pâques. Moi, j'espère que tout le monde, avant de se gaver de chocolat, mangera un œuf maillot. Merci Vincent Brenaud, merci Arthur Lequesne d'avoir passé ce petit instant très ovoïde avec nous. Et si vous êtes sage, je suis sûr que vous êtes sage, vous allez passer 2-3 minutes avec nous sans nous entendre, mais on va se retrouver pour parler œufs en chocolat. Ah, bah oui, enfin. Je sais que vous l'attendiez, l'œuf en chocolat. Bah, obligé, jour de Pâques. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente. Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Allez mes amis, notre émission spéciale œufs de Pâques se poursuit, mais on n'a pas encore parlé des œufs de Pâques. Il serait temps d'ailleurs, parce que je pense que ce qui intéresse vraiment ceux qui nous écoutent ce matin, c'est qu'on parle à un moment d'œufs en chocolat, ce qu'on n'a pas encore fait. Mais l'émission n'est pas terminée, on y va. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. C'était normal de terminer en beauté avec les œufs en chocolat. Tout le monde les attendait. Mais moi, j'aime ça aussi. Et justement, j'ai appelé un maître chocolatier. C'est Stéphane Grange qui est avec nous. Bonjour Stéphane. Bonjour Vincent. Stéphane, vous êtes le chocolatier, le maître chocolatier de la maison Pralu. Vous travaillez avec le chocolatier François Pralu, qu'on connaît bien. La maison Pralu qui est à Roanne, dans la Loire. Et puis, alors, c'est plusieurs générations. Il y a eu le papa de François qui dirige l'entreprise. Et puis maintenant, ses fils, Hugo et Ulysse, qui ont rejoint l'entreprise. L'un pâtissier, l'autre boulanger. Et vous êtes le chocolatier du chocolatier, en fait. C'est exact, oui. Ça fait à peu près une trentaine d'années que je suis dans la maison. Rien que ça. Et voilà. Rien que ça. En fait, on dit clairement, les grands chocolatiers, ils ont toujours un bras droit, un chocolatier qui travaille avec eux, et c'est vous, chez Pralu. Voilà. Stéphane, vous doutez bien que je vous appelle parce qu'on ne pouvait pas terminer l'émission sans parler d'œufs en chocolat quand même. Il me semble qu'un dimanche de Pâques, c'est essentiel. Il me semble, comme vous dites. Alors justement, on parle souvent de la trêve des confiseurs, après les fêtes pour les confiseurs, et puis peut-être les pâtissiers, mais la trêve des chocolatiers, ça devrait être normalement après Pâques. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tout de suite après les fêtes de fin d'année, on a un petit moment de calme. Ouais. Et puis tout de suite derrière, on remet du gaz pour refaire du chocolat, pour faire des œufs, des poules, des lapins et tout un tas de sujets pour les grands et les petits au moment du week-end pascal. C'est important. Je pense que c'est une partie importante des ventes de chocolat Pâques. Ça reste quand même déterminant. Ça reste déterminant, et puis je pense que les gens, ce sont encore une fois de plus, les petits ou les grands, attendent ça avec impatience, et c'est une vraie fête autour du chocolat. Alors, la maison Pralu, c'est plus de 20 boutiques en France, plutôt dans l'hémisphère sud, on va dire, en tout cas, à partir de la Bourgogne et le sud. Ça se prépare combien de temps à l'avance du point de vue de la production? Parce que vous êtes le patron de la production de chocolat. On y travaille depuis combien de temps? Alors nous, on travaille sur Pâques, on va dire au moins 2 mois à l'avance, parce qu'on a une vingtaine de boutiques, comme vous venez de le dire. Ouais. On en a quand même quelques-unes à Paris, et le problème, c'est qu'il faut produire un grand nombre de moulages. Cette année, on a fait à peu près 15 000 moulages. Oula. Et ensuite, il faut que ce soit tout prêt dans les boutiques, 3 semaines, 1 mois avant le week-end pascal, parce que les gens aiment bien avoir leur moulage un peu avant l'heure. Ils font des réserves, ils veulent surtout pas manquer, quoi. C'est un peu ça, ils veulent surtout pas manquer, parce que les premiers arrivés sont les premiers servis. Oui, c'est normal. Alors vous êtes connu à la fois, je dirais, pour la praluline, tout le reste de l'année, c'est cette brioche aux pralines qui a été inventée par le papa de François Pralu, et qui est développée depuis, et qui est un vrai succès, un carton, mais aussi pour vos chocolats, parce que ce que les gens savent pas souvent, c'est que c'est François Pralu qui a eu l'idée de faire des crus de chocolat, des crus d'origine.
Oui, c'est-à-dire qu'il a hérité de la praluline de son papa, d'Auguste, qui était MOF, et ensuite, dans les années 90, si ma mémoire ne fait pas faux bon, on s'est mis à faire les premiers crus de chocolat, et tout de suite après, il a eu l'idée de faire les 10 crus et la fameuse pyramide des tropiques. D'accord. Alors justement, ma première question, dans vos moulages, vos poules sont célèbres, hein, elles sont vos poules de luxe là, elles sont faites avec quel mélange, quelle couverture, c'est-à-dire quel chocolat rentre dans le moulage ? Alors dans le moulage, on fait essentiellement Madagascar parce que c'est quand même le cœur de la meule. Ouais. Et on fait un mélange avec du Ghana. Et on reste sur une couverture qui est plutôt à 70%, c'est-à-dire que nous, vraiment le cœur du travail de la maison Pralus, c'est quand même essentiellement de la 75%, mais on veut pas monter trop parce que dans les amateurs, il y a des petits amateurs. Et il faut un peu de sucre quand même. Je parle de l'âge. Oui. Et c'est vrai qu'on veut rester à 70% parce que pour du moulage, de la friture et des fêtes de Pâques, c'est, je pense, un bon pourcentage. Oui, ça veut dire qu'en fait, le moulage chez vous, que ce soit une poule, donc un lapin, un coq, vous avez des coqs superbes, des coqs énormes qu'on voit orner vos boutiques, il est éminemment comestible et même mieux que ça. Hein, parce que parfois, on a l'impression que c'est juste mettre de la friture à l'intérieur, des œufs, des trucs. Non, là, vous insistez sur le fait que c'est un excellent chocolat et ça se mange. Il faut le casser, il faut manger la poule. Exactement. Après, j'aurais tendance à dire que chez nous, chez Pralus, il n'y a pas de mauvais chocolat. On sélectionne parmi les meilleures fèves au monde, donc c'est vrai que il y en a pour. C'est un petit peu comme le vin ou les cigares. Tout le monde retrouve un petit peu. Entre l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale ou l'Afrique, on a des crus vraiment. Et les goûts qu'on aime, quoi. Hein, et les goûts qu'on aime, exactement. Parce que Madagascar, c'est un peu fruité, acidulé. Le Ghana, c'est plus boisé. Donc, ça fait un équilibre. C'est un assemblage, en quelque sorte. Voilà, c'est un assemblage. Tout à fait. Tout à fait. Alors, Stéphane Grange, je me pose une question. Moi, je connais vos moulages. Souvent, quand on achète du chocolat de mauvaise qualité, et souvent dans la grande distribution, parce qu'on n'a pas les moyens, souvent, bien que Pralus soit loin d'être le plus cher sur le marché des artisans chocolatiers, mais si on n'a pas les moyens, on se retourne vers ce qu'on peut, et puis pour les petits, on leur donne ce qu'on peut. Et bien souvent, ces poules, ces œufs sont ternes, sont mates, voyez, alors que chez vous, c'est brillant, c'est comme un chocolat qui ferait miroir. C'est quoi le secret ? Alors, disons que le secret, c'est quand même la cristallisation du chocolat. On va peut-être pas rentrer dans des termes techniques, mais pour avoir un chocolat qui brille, entre guillemets, il faut tout d'abord le faire fondre doucement à 50 degrés au bain-marie. D'accord. Ensuite, on va le refroidir à 27 degrés, c'est-à-dire qu'on appelle ça le fait de tabler un chocolat sur un marbre. D'accord. Voilà, et ensuite on le remonte à 31 degrés, et à partir du moment où il est à 31 degrés, on va le maintenir à cette température-là, et on aura fait une cristallisation parfaite entre la matière sèche et la matière grasse du cacao, et on va avoir un chocolat qui brille. Ah ouais, donc c'est comme si on avait tout était dans la courbe de température, mais la qualité du produit aussi, mais la courbe de température est super importante du coup. Elle est essentielle. C'est-à-dire que vous pouvez avoir le meilleur chocolat du monde. Si vous ne faites pas les choses dans l'ordre, ça ne peut pas fonctionner. C'est pour ça que quand on fait à la maison, qu'on fait fondre du chocolat au bain-marie ou au micro-ondes et puis qu'on le laisse cristalliser sans passer par cette température, on a toujours des figurines ou des décors qui vont être mat, en quelque sorte, qui ne brillent pas. Ou mat, effectivement, ou alors marbré. C'est un petit peu le phénomène quand on laisse une tablette de chocolat un petit peu dans la cuisine où il fait chaud, il devient mou, on le passe au frigo pour dire tiens, on va le refaire durcir, et quand il ressort du frigo, il est ou marbré ou granuleux à l'intérieur parce qu'on a perdu la cristallisation. Donc c'est le boulot du professionnel, heureusement que vous êtes là pour ça. Alors Stéphane Grange, une dernière question parce que le temps passe vite et puis que vous me donnez envie d'aller croquer dans un œuf. Quand on pense à vos produits, on sait que le praliné c'est super important chez vous. Vous faites un praliné de noisettes qu'on retrouve dans vos fameuses barres infernales, aux côtés des ganaches, de la pâte de pistache, etc. Ce praliné-là, est-ce que c'est ce praliné qu'on va trouver dans vos petits œufs, là, dans votre friture, les petits œufs au praliné ? Exactement le même, c'est-à-dire qu'on le décline dans les barres infernales lait noir, et ce praliné, qu'est-ce que c'est ? C'est ni plus ni moins que
un broyage d'amandes Valencia, de noisettes du Piémont. Ouais. Ça devient de la purée de fruits secs. Ouais. Caramélisé en quelque sorte. Ouais, voilà, et caramélisé, et ensuite ça nous donne une pâte, et cette pâte est appelée pralinée. Nous, notre praliné en l'occurrence est à plus de 70% de fruits secs. Oui, alors là effectivement, non, parce que on se doute bien que ce qui est vendu là encore dans la grande distribution sous des marques qu'on connaît bien, etc. Il n'y a pas le même soin à apporter. C'est un peu comme les pâtes à tartiner industrielles, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de matières grasses et pas beaucoup de fruits secs. Hein, voilà, vous avez tout dit. Non, mais bon, c'est ça, ouais. Il faut le dire quand même à un moment donné. C'est important parce que au moins qu'on sache pourquoi on paye un peu plus cher, hein, si on a la qualité, et notamment pour les enfants. Là encore, Pâques, c'est une fois dans l'année, ça mérite de mettre quelques euros de plus si on peut, hein, toujours pour leur donner tout de suite le bon goût du bon chocolat puis du bon praliné, parce que ça leur restera toute leur vie. Ah, le chocolatier va pas vous dire l'inverse, ça c'est clair. Bon, en tout cas, sachez que le dimanche de Pâques, pour le chocolatier, c'est un jour de repos. Hein. Pour vous, aujourd'hui, c'est tranquille. Le boulot a été fait. Ouais, c'est tranquille. Merci. Bon, merci beaucoup Stéphane Grange d'avoir été avec nous. Je vous souhaite de joyeuses Pâques et à toute l'équipe de la Maison Pralu. Voilà les amis, l'émission s'achève tranquillement. On se dirige vers les infos de 11h, évidemment en marchant sur des œufs, normal. Puis comme chaque dimanche, ce sera au tour d'Alexandre Devecchio de s'entretenir en toute vérité avec ses invités. Allez, je vous laisse direction le jardin parce qu'il y a mes enfants qui m'attendent pour la chasse aux œufs. Bon dimanche extrêmement chocolaté à tous, à l'écoute de vos envies et de nos émissions. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous a présenté Sud Radio, Ferniaud fait le marché.